Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec un invité exceptionnel. On se retrouve avec Hans. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Merci de l'invitation, frérot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 19. J'ai commencé à peu près à 13 ans. J'ai commencé par tous les business de base. Yomi Denzel, je suis tombé sur une publicité. Ça m'a matrixé. Ouais, tout le monde est passé. J'ai commencé par le dropshipping. Et après, à force de réfléchir, je me suis dit, Yomi gagne beaucoup plus d'argent avec les formations qu'avec le drop. Donc, j'ai commencé à me lancer sur l'infoprenariat. J'avais pas de crédibilité parce que j'étais jeune. Donc, j'ai commencé à accompagner des coachs infopreneurs. Gros operating dans l'ombre. Et dernièrement, j'ai commencé une offre beaucoup plus publique. On aide les coachs à scaler. Ça fait 6 mois. Et ensuite, on a scalé assez rapidement avec en étiquette. Ok, trop bien. Et donc, t'as commencé par quoi comme business? Parce que je sais que Yomi, il proposait pas mal de formations. Exactement, à 13 ans, parce que c'est déjà ultra jeune. Comment t'as mis le pied là-dedans? T'es quoi, tombé sur une publicité de Yomi? Pas publicité. Je suis tombé sur une vidéo. Les vidéos de base, mec. Vraiment les vidéos de PNJ. D'étudiants fauchés millionnaires. Ouais. J'ai regardé les vidéos, il était à Paris, etc. Ça fait un moment quand même. C'est des vidéos qui datent ça fait déjà 5 ans quand même. Donc ça fait un moment, c'est quand il était encore en train de monter vraiment très rapidement. J'ai regardé les formations gratuites. J'ai même acheté la formation, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai fait des jobs. Donc dropshipping. Après j'ai arrêté parce que j'ai vu la douille, j'ai vu qu'il faisait plus d'argent avec les formations. Ouais, bien sûr. Est-ce que niveau dropshipping, t'as réussi à faire des profits ou c'était vraiment chaotique? Ça va quand même. J'ai fait des journées à 500 par jour, pas de profit, vraiment juste 500 tout court de cash, chiffre d'affaires. J'ai testé pas mal de boutiques, j'ai dû tester à peu près une dizaine de produits. Donc j'ai testé pas mal de choses. Et ouais, à peu près une dizaine de boutiques, un peu d'argent, on va dire des milliers d'euros générés. Et ensuite, après, je passe à autre chose assez rapidement, agence. Ok, et donc à partir de quand t'as lancé ton infoproduit? C'est ton offre de gros operating par exemple? Offre de gros operating, j'avais 15 ans. Ok, donc t'as quand même fait 2 ans de drop? Ouais, 2 ans de drop. Pas 2 ans de drop, je dirais plutôt 2 ans de galère, tu vois. 2 ans de dropshipping. 2 ans à tester des trucs. E-com, tester des trucs, être instable. Le syndrome de l'objet brillant. Ouais. Du débutant, typique. Je teste un peu tout. Je fais agence. Et je sais que j'étais encore au collège à ce moment-là. J'allais bientôt passer au lycée. Donc j'ai commencé gros operating. J'ai commencé sur des entreprises sur place. Entre midi et deux, j'allais au centre commercial avec mon ami avec qui j'ai commencé. On allait contacter des gens sur place, on leur proposait de les aider sur le marketing. Donc à peu près aux environs de 15 ans et ensuite, au fur et à mesure, infopreneur, entrepreneur. Ouais, ça évolue jusqu'à l'offre que tu as aujourd'hui, quoi. Jusqu'à l'offre que j'ai aujourd'hui, exactement. Ok. Et tu vivais où? Toi, t'as grandi où, en fait? J'ai grandi en Guadeloupe. T'as grandi en Guadeloupe? J'ai grandi en Guadeloupe. J'étais rarement sur Paris. Je suis rarement sur Paris en soi. Donc j'ai grandi en Guadeloupe aux Antilles. C'est là que je suis né, c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai été éduqué. Et j'ai fait Guadeloupe-Dubaï direct. Ok. T'as bougé sur Dubaï quand? Juillet. Non mais genre ce juillet-là? Ouais, c'est en juillet, ouais. Ah putain, ok, c'est hyper récent. C'est récent. Je m'attendais à ce que tu me donnes, je sais pas, 16 ans, 15 ans. Non, quand même pas. J'ai bougé, j'avais déjà 18 ans, c'était en juillet, c'était récemment. Ah putain, ok, d'accord. Et donc là, tu vis où à Dubaï maintenant? Business Bay. Business Bay, ok. En vrai, tu recommandes Dubaï? C'est quoi ton expérience depuis le début là? Je pense qu'on va en reparler plus profondément. Plus précisément. C'est un sujet que j'aime bien aborder dans les podcasts. Mais aujourd'hui, est-ce que tu recommanderais à quelqu'un d'aller à Dubaï? Ça dépend. En fait, mec, honnêtement, ça dépend. Il y a un truc aussi, les gens parlent beaucoup de la nature. Je pense que ça dépend des zones. Moi, je regrette un peu d'être à la Business Bay. Il n'y a pas de nature. Et j'ai grandi dans la nature, donc c'est dans mes habitudes. Je suis convaincu que c'est l'une des meilleures villes. J'ai testé les US, etc. C'est l'une des meilleures villes en termes d'ambition, de pression. C'est un bon stress. T'étais où aux US? À Miami, New York. Ok. Ouais, c'est un bon stress, c'est un stress positif. Tout le monde fait mieux que toi, tout le monde est plus riche, tu vois là. C'est un problème en soi, parce qu'à Dubaï, on fait partie des plus pauvres, il y a des gars qui pèsent 100 M. Donc il y a ça, il y a la vitesse. C'est des petits détails, mais par exemple, se faire livrer tout à n'importe quelle heure, rapidement. Ouais, je suis d'accord. Ça rend un peu gâté limite Dubaï. Je regarde comme à Paris, je suis arrivé dans mon Airbnb et j'envoie un message. En fait, j'étais devant, j'ai attendu 15-20 minutes devant, alors qu'il faisait froid. Ça m'aurait pas choqué de base, tu vois, mais le fait d'arriver à Dubaï et d'arriver, il y a l'agent qui t'attend à la seconde près, ça te rend gâté parce que tout est rapide en fait dans la ville. Tout va vite. Tout est optimisé. Tout est optimisé. C'est vraiment comme ça que moi je décris la ville. Alors j'y suis vraiment pas allé longtemps, j'y suis allé 2 jours et je vais y retourner là en février plus longtemps. Mais sur ces 2 jours-là, j'ai vraiment en fait compris que c'était pas une ville pour laquelle tu vas pour le tourisme. En vrai, t'as vite fait le tour, en réalité, des activités. Mais après, je trouve que c'est juste tout est hyper optimisé pour bosser. T'as ta salle de sport, ta piscine, t'as ton appart dans la même résidence. Tu te fais tout livrer en 2 minutes. C'est vraiment ultra optimisé. Donc c'est pour ça, ouais, je pense que pour le travail, en vrai, y a pas meilleure ville. T'as testé d'autres destinations comme Bali, comme trucs comme ça ou pas? Non, ça m'attire pas. Ouais, je comprends. En fait, je viens des Antilles, donc tu vois, Oui, c'est vrai. Pourquoi je vais aller à Bali, pourquoi je vais aller en Thaïlande? Et surtout aussi, je sais pas, j'aime pas aller à un endroit où je fais partie des meilleurs trop facilement. Il y a une compétition, c'est pour ça que j'aime bien New York, j'adore New York, parce que t'es pauvre à New York. Moi, j'arrive à New York, je suis pauvre, les gens pèsent 100 M, t'es tout le temps le pauvre de la ville, quel que soit l'endroit où tu es. Ouais. Alors qu'à Bali, mec, on y va nous deux,
On est les riches. Ah oui, en fait, le problème, c'est qu'à Bali, enfin, moi, j'ai des amis qui habitent à Bali qui me disent ça, en tout cas, qui y ont vécu. C'est que très vite, vu qu'en fait, avec 2 000 € par mois, t'es le roi du pétrole, et que tu peux peut-être t'as le surf à 5 minutes, t'as des soirées tous les soirs, des trucs comme ça, t'es pas du tout motivé à bosser, à faire plus. Alors qu'en vrai, Dubaï, alors tout le monde a dit que c'était hyper cher. J'ai pas trouvé ça beaucoup plus cher. Après, c'est peut-être parce que je vis à Paris aussi qu'à Paris, c'est hyper cher. Je trouve mais même, c'est vrai qu'en termes de cercle, en termes de perspective, quand tu dépasses dans la rue, que tu vois que la Brabus et des Huracan parce que c'est la voiture du quotidien, c'est là que tu te rends compte que, ouais, en fait, t'as vraiment un paradigme qui est différent, tu vois. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et après New York, je trouve que c'est un bon entre-deux. Je pense que New York, tu vas voir des mecs qui sont encore plus riches que Dubaï et tu vas voir des gens qui sont relativement pauvres. Mais après, pour le coup, vivre à New York, ça faut vraiment voir les moyens. C'est la ville où j'ai envie d'habiter plus tard, moi. Toi aussi? À New York, ouais. Ouais, moi aussi. Moi aussi, c'est exceptionnel. Le but, c'est d'avoir son penthouse en 10 tours. T'es déjà allé ou pas? Ouais, j'y suis allé 3-4 fois, ouais. Ouais, c'est, mec, j'adore. Je suis allé genre 2 fois, j'adore. Oh là, c'est magnifique. En termes de prix, Paris, c'est rien, frère. Moi, je compare toujours au taxi, en fait. Ouais. Je compare au taxi. Équivalent, pareil, par exemple, là, je crois que j'ai payé 27 € pour venir. Pour le même trajet à Dubaï, j'aurais payé 27 dirhams. Ouais. Pour le même trajet aux US, à New York, j'aurais payé 40, 50 $ dans la même voiture. Donc, ouais, c'est très, très cher. Mais ouais, c'est ça, en fait, le confort. Et c'est ça que j'aime bien. Confort, vitesse et un bon stress. Stress positif. Donc, si quelqu'un veut juste faire de l'argent et faire beaucoup d'argent, Dubaï. Tu vas à Dubaï, tu restes pas à Dubaï pour vivre, généralement, tu restes à Dubaï 2-3 ans pour faire le maximum d'argent. Et après, tu réfléchis à où aller, potentiellement Suisse ou autre. Mais tu vas pas à Dubaï pour t'amuser, quoi. Tu payes combien, toi, ton loyer à Dubaï? Alors, je crois que tu payes par an, non, à Dubaï, pour le loyer? C'est par an, mais pour te donner une idée, par mois, alors en dirham, c'est genre 16-17, je crois que c'est à peu près... 16-17, c'est à peu près genre 3 900, 4 000 € par mois, à peu près. Ok, en vrai, c'est ok. Et ça va, c'est un bel appart? Ouais, franchement, c'est honnête, je suis quand même bien placé. Je crois que c'est une des meilleures tours de Business Bay, parce qu'on a pas mal d'amenities, t'as une forêt en bas, t'as une pizzeria, t'as pas mal de choses, c'est pas mal. Il faut encore que je découvre. Moi, j'ai fait que Downtown et la Marina. Mais la Marina, j'ai trouvé ça trop... trop touristique. Trop de tout, en fait. C'est beaucoup de monde, beaucoup de bruit, beaucoup de trucs. Ouais. Mais ouais, Downtown, j'ai trouvé ça relativement calme. Et à la fois, si t'as envie d'aller dans un truc où ça vit un peu... mais après, Business Bay, j'ai jamais testé. Cricarbon, c'est pas mal. Ah ouais? Ouais, c'est pas mal. Okay. Parce que j'ai pas mal de personnes que je connais qui sont... Tu peux marcher. En fait, ce que j'aime pas, alors je suis à Business Bay ou même à Downtown, ça va, mais Business Bay, je peux pas marcher. Tu peux pas descendre et simplement faire ta marche de la journée. T'es obligé d'avoir une voiture. T'es obligé de rester dans les bâtiments, quoi. Donc c'est un peu... c'est bof à long terme. Cricarbon, tu peux marcher, il y a plus de nature, etc. Ouais, de toute façon, de ce que j'ai remarqué à Dubaï, si t'as pas de voiture, c'est particulièrement chiant. Soit c'est le taxi, soit c'est... Parce que moi, j'aimais pas encore le permis. Et en gros, genre, je prenais des limes, tu sais, quand j'étais à Dubaï. Ouais. Mais le problème, c'est que les limes, tu sais, tu peux les utiliser sur une zone ultra réduite. Donc ouais, si tu te déplaces qu'en taxi, quoi. Tu te déplaces qu'en taxi, j'imagine. Tu comptes passer le permis bientôt? Ouais, je vais passer. En fait, j'en ai pas besoin pour le moment. C'est que je connais dans des grandes villes en soi. Dubaï, taxi. New York, taxi. Paris, taxi. Je pense que je vais le prendre quand j'aurai vraiment besoin de prendre une voiture pour me faire kiffer. Maintenant que j'en ai pas besoin en soi. Ça fait du coup, donc tu m'as dit, ça faisait environ 2 ans que t'avais ton infoproduit comme il est actuellement, on va dire, en tout cas qui s'en rapproche. Quel est aujourd'hui, toi, ton axe différenciant? Parce que des coachs scaling, il y en a énormément. Aujourd'hui, toi, comment tu te différencierais, à part ta voix, par exemple, en termes de contenu? J'allais te dire ma voix. À part ma voix, mon âge, ça joue beaucoup parce que les gens voient quelqu'un qui est jeune. Donc ils se disent, putain... Mais je pense qu'ils se rendent pas compte. Ouais, les gens se rendent pas compte. Faut que je répète peut-être plus mon âge. Parce que t'as cru que j'avais 23 ans. Donc, je te jure. Moi, quand tu m'as dit que t'avais 18 ans, j'étais en mode quoi? Enfin, 19 ans, mais j'étais en mode quoi? Ouais, 19. Donc, ouais, mon âge, en soi, parce que je répète quand même pas mal. Mais ouais, effectivement, comme je parais plus âgé. Après, les US, j'investis pas mal. J'investis chez Iman, Nick, Suway, William, Alexei, plein d'autres gars qu'on connaît pas. T'as l'accompagnement de Nick? Ouais. Okay. Mais en fait, même accompagnement est même plus rapproché. Le fait qu'il me voit tout le temps, à force, je peux prendre des appels avec eux beaucoup plus rapprochés. Donc ouais, c'est mon élément différenciant. À la base, c'était même pas le but, parce que j'ai toujours investi aux US, j'ai toujours essayé de prendre de l'avance, et comme je parle anglais, mais après, au fur et à mesure, j'ai vu que ça fonctionnait très bien, ça plaît aux gens, j'ai vu que j'apporte des résultats grâce aux stratégies, donc... Mais moi, ce que j'aime bien dans ton contenu, c'est que tu mets vraiment en avant le fait d'investir sur soi-même, et ça, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient honte de ça. Typiquement, moi, l'autre jour, j'ai fait un peu une session DM avec tous mes clients qui avaient eu des gros résultats. Je leur ai demandé, ouais, les gars, vous avez toujours fait une petite interview, témoignage, etc. Beaucoup par souvent des coachs en scaling aussi, que je coach aussi, donc c'est un peu coach, ça commence à être un peu beaucoup, mais ces mecs-là refusent de dire qu'ils se sont fait coacher, qu'ils se sont fait accompagner, etc.
je sais pas si c'est par ego, etc. Mais moi, je trouve qu'en réalité, t'as que du positif à te faire coacher. Et je pense que c'est là où j'ai vraiment bien aimé ta manière d'exprimer les choses. C'est que tu considères vraiment que c'est important de se former et tu mets vraiment même ça en avant. Tu vois, typiquement, dans tes contenus, tu dis que t'es fait former chez les meilleurs aux US. Donc, aux US, quoi, t'as pris l'accompagnement de Nick Setting, t'as pris l'accompagnement de qui d'autre, par exemple? Suwei, Iman, William, Alexei. Après, il y a plein de gens. T'as pris lequel de Iman? Comment? T'as pris lequel à l'accompagnement de Les Iman? figures. Ok. Le plus avancé en B2B. Ouais. Ouais, après, il y a pas mal d'autres coachs un peu moins connus, tu Ouais. vois, avec les micro-chaînes YouTube, Ouais. et qui sont masterclass aussi. Ouais, bien sûr. Limite même plus masterclass que d'autres personnes connues parce que ils te donnent plus de temps, ils sont plus dédiés dedans, ils ont moins de clients à gérer. Ouais, principalement les plus gros noms du marché. Ok. Donc, tes axes différenciants, ça va être ton âge, ça va être le fait que tu t'inspires énormément des techniques des US, ça c'est vraiment revendiqué dans ton branding. Et ça va être aussi, du coup, tout ce qui est ta voix, etc. Du coup. Ouais, ma voix, le fait que je sois simple. Je suis simple, je sais pas de complexifier, je simplifie beaucoup dans mon marketing. Ouais, principalement ça, la simplicité. Tu simplifies ton marketing, donc toi tu considères qu'aujourd'hui c'est pas quelque chose d'important, ça j'aimerais bien qu'on en discute, d'avoir un contenu qui est vraiment ultra quali, en tout cas dans la forme. Donc toi tu privilégies le fond à la forme sur ta création de contenu. Mais là depuis quelques temps j'essaie d'équilibrer un peu plus parce que moi j'aime bien tout ce qui rend bien, mais je sais que je l'ai beaucoup négligé volontairement pendant les derniers mois. La forme, justement, il n'y avait pas de forme, il n'y avait pas de studio, il n'y avait rien, c'était au téléphone. À n'importe quel moment de la journée, le soir, avant d'aller dormir, le matin, au réveil, etc. Et ça se voit sur ma tête, tu vois, que je fais pas attention. Maintenant, je fais beaucoup plus attention. Je pense que la forme est importante, mais je pense qu'elle prend de l'importance une fois que le fond est validé. La plupart des gens, en fait, ils vont vouloir faire passer la forme avant de se concentrer sur le fond. Si le fond est bien, ta vidéo va performer. C'est ça qui s'est passé, j'ai pu scaler. Et maintenant, je vais rajouter la forme, évidemment, pour amplifier la visibilité et ma portée. Tu crées du contenu depuis combien de temps, toi? 3 ans. 3 ans, ok. Ouais. Et ça a pris dès le début ou ça a vraiment... Non. Non, ça n'a pas pris depuis le début. Je sais que j'ai commencé quand j'étais au lycée. Ça faisait des blagues sur moi. Les professeurs même faisaient des blagues sur mon contenu, les élèves, etc. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Ouais, c'est toujours pareil. Ils sont tous pauvres maintenant. Ouais, contenu, j'ai commencé il y a 3 ans. Pendant 1 an, je sais pas comment ça s'appelle, la vallée du désert. Donc pendant 1 an, pas de résultats, seul. Tout le monde se moque de moi. Et après, au bout de 1 an de travail, ça commence à prendre en B2C. J'ai pu croître. J'avais déjà filmé un podcast ici aussi. J'avais fait des millions de vues, etc. Mais justement, je faisais beaucoup de vues. T'as fait des millions de vues Grâce, ici, là. Mes vidéos les plus vues, c'est des vidéos que j'ai filmées ici. Espérons que ça se reproduise avec ce podcast. Ouais, j'étais en face. Peut-être que ça va... Putain, faut qu'on échange. Mais ouais, j'ai commencé. 1 an après, ça a pris. B2C. Et ensuite, après, maintenant, contenu B2B. C'était quoi ton offre en B2C? C'était alors c'est un business, un gros operating. Ouais. Ok. Mais donc, tu bossais déjà avec des gens qui avaient une communauté ou Ouais, je bossais avec des gens qui avaient déjà une communauté. Ok. Et tu faisais quel type de contenu quand tu as commencé? T'as tout de suite été sur du contenu brut ou alors est-ce que tu faisais un peu d'autres types de contenu? Non, pas contenu brut, justement. C'était du contenu très monté, cinématique, podcast, lifestyle, etc. C'était l'opposé, justement. Ok, donc tu as fait beaucoup de vues grâce à ça. C'est comme ça que tu as pris autant d'abonnés ou alors c'est vraiment depuis que tu fais du contenu brut? C'est comme ça. Ouais, ok. Ouais, c'est vraiment comme ça. C'est genre quelques 20% des vidéos qui ont rapporté 80% des abonnés. Ok. Et donc d'après toi, pour commencer, en tout cas pour performer directement au contenu, est-ce que parce que ça c'est un débat qui revient très souvent. Certaines personnes disent qu'il faut vraiment faire beaucoup de tofu au début pour attirer de la visibilité parce que faire du contenu valeur si t'as aucun trafic ça ne sert à rien. Et d'autres disent non, commence directement avec du contenu ultra ciblé pour vraiment segmenter ton audience et que tu fasses 300 vues mais 300 vues ultra qualifiées. D'après toi, quelle va être aujourd'hui, tu vois, si un infopreneur commence à créer du contenu, la meilleure strat à adopter? Je pense que ça dépend de la plateforme en fait. Sur YouTube, tu peux te permettre d'être très niché. Ouais, je suis d'accord. Dès le début, parce que l'algorithme YouTube est tellement bien structuré qu'ils vont aller te faire toucher ton avatar idéal. Je l'ai vu avec des clients. On avait un client qui avait 0 abonnés. On a commencé from scratch de 0, 39 abonnés, un deal signé à 9400. Ce serait pas arrivé sur Instagram. Ouais, sur Instagram, pour moi, en fait, c'est des plateformes où les gens viennent pas pour s'éduquer à la base. Donc, pour toucher l'audience qui vient pour s'éduquer, il faut jouer au jeu d'Instagram. Le jeu d'Instagram, c'est qu'ils veulent des gens qui sont addicts. Ils veulent des gens qui passent du temps. Donc, il faut aller viser plus large, rendre ton message plus accessible. Ça veut pas dire que tu fais du top of funnel, mass market, mais simplement pour ton marché, tu touches tout le marché. Ouais. Si ton marché total adressable, c'est les gens qui veulent perdre du poids, tu dois toucher tous les gens qui veulent perdre du poids, viser large. Et après, une fois que l'algorithme a confirmé que tu fais des vues, que tu montes à 1000, 2000 abonnés, 3000 abonnés, là, tu peux commencer à nicher le contenu. Ouais, et puis limite aussi faire beaucoup de tofu en réel pour attirer la visibilité, mais après éduquer avec les stories, même les posts, les carousels. Et puis limite, commencer à segmenter un peu plus sur du follow ads et la publicité. C'est ça. Toi, tu as lancé la publicité au bout de combien de temps? Ça m'intéresse.
Au bout de combien de temps? J'ai plutôt au bout de combien? Au bout de genre 50, 60 à peu près. Ok. Tu parles de Cash collecté. Ouais. Okay. Cash collecté, 50, 60, j'ai lancé la publicité. Là, on a arrêté sur le mois de décembre. Ok, ouais, parce que c'est le marché ralenti, c'est ça? Ouais, frère, c'est déconnant. J'aime pas dire ça parce que c'est un truc extérieur à nous, mais en vrai, ça se voit que ça ralentit. Ouais, ça se voit que ça ralentit beaucoup. Bah, nous, typiquement, on a pris une décision avec mon associé, c'était limite de mettre en pause énormément de nos process qui nous ramenaient des clients, quitte à faire beaucoup moins de cash sur décembre, mais de se dire qu'on restructure, on prépare janvier 2026, et par contre, dès le 1er janvier 2026, ça va renvoyer à 200%. C'est la guerre, ouais. Ah, ça va être la guerre. Ça va être génial, j'ai trop hâte. Ouais. Parce que tu vois, moi j'ai eu une croissance assez rapide de janvier dernier à juin. Tu vois, juin, on a tapé un pic à 52 000 euros de cash contracté. Et donc on est vraiment passé de 5K à 50K, même si aujourd'hui on ne stabilise pas encore vraiment à 50K, on est plus autour de 30-40. On a fait ça en moins d'un an, tu vois. Et donc je me dis, là, c'est l'année où j'ai pour objectif de passer de 50 à 100, tu vois, à 100. Toi, tu as déjà fait une pointe à 100 ou pas? Ouais. Bah, c'était le mois dernier, justement. Putain, incroyable, en novembre. Ouais, okay. Meilleur mois. Et qu'est-ce qui a changé alors depuis? Est-ce que tu as eu des nouvelles techniques, des nouveaux insights? Qu'est-ce qui a changé pour faire des 100? Ouais. Pour faire des 100, qu'est-ce qui a changé? Je dirais cadrer beaucoup plus ma delivery aussi. Parce que, en fait, j'ai dû passer de le gars qui délivre un peu pour tout le monde, et ça passe parce que tu as le temps, tu n'as pas encore beaucoup de clients, mais au bout d'un moment, on vient de passer les 110 clients, donc ça commence à faire beaucoup, 110 clients coach. Donc, cadrer ma delivery pour qu'elle dépende moins de moi, qu'elle dépende moins de mon temps, qu'il y ait des deadlines beaucoup plus clairs et qu'ils comprennent qu'il faut réserver l'appel quand il y a vraiment un sujet spécifique dont on va parler, et pas juste réserver l'appel pour réserver l'appel de la semaine. L'équipe, sortir du business, je faisais tout. Donc, j'ai placé un setter, j'ai placé un CSM, un head of sales. Là, je suis en train de placer un closer, justement. Il y a quoi d'autre encore? Le monteur également, à qui j'ai tout délégué. T'as combien de CSM? Un seul pour le moment. Ok. Un point important aussi, très important, je pense que c'est ce qui a fait la différence par rapport au sens, c'est que j'ai arrêté d'accepter de faire des tâches. Maintenant, je regarde des tâches et je n'accepte plus. Quasiment toutes les tâches, je refuse. La seule tâche que je me retrouve à faire maintenant, limite, je me lève le matin, c'est quel reel je veux filmer, avec quel client je vais faire mes appels et à quelle vidéo YouTube. C'est tout. C'est vraiment mon seul focus. Là, par exemple, podcast, création de contenu, mais j'ai rien d'autre à faire. À part juste prendre du recul et créer du contenu. Donc là, tu te focuses vraiment contenu. Donc il n'y a aucune autre tâche vraiment qui va te prendre du temps, à part, j'imagine, le management de tes équipes. Et puis tu fais quand même des lives collectifs avec les gens de. Ouais, à part les lives collectifs, les clients et les appels d'équipe. Et le contenu, c'est vraiment les 4 choses que je fais actuellement. Ok. Parce que aujourd'hui, tu arrives quand même à avoir un accompagnement qui est standard, enfin qui est comment dire, personnalisé et pas trop standardisé au vu du nombre de clients que tu as. Ouais, je standardise beaucoup justement. Non, pardon, je ne standardise pas. C'est le gars qui se tire une balle dans le pied. Ouais, c'est une balle dans le pied. Non, je personnalise beaucoup justement. J'évite de standardiser parce que je sais à quel point c'est chiant quand tu payes quelqu'un et que tu vois que, en fait, ce que les gens n'aiment pas quand ils payent, c'est de sentir qu'ils ne sont pas privilégiés. Ouais. Donc j'essaie de pas uniquement personnaliser, mais de privilégier les gens beaucoup. M'adapter beaucoup à leur situation, prendre du recul. C'est moi qui fais tous les premiers appels d'onboarding. Ils ont également le CSM, mais la plupart des appels, c'est avec moi. Le CSM, il est simplement là pour m'alléger. Il est pas là pour me remplacer parce que je pense pas que tu en aies besoin. Je pense que si tu as besoin de CSM qui te remplace, c'est que tu n'as pas assez cadré justement la manière dont tu délivres. Donc mes clients, même s'il n'y avait pas de CSM, j'aurais pu quand même délivrer. Simplement là, il permet de répondre, il a les SOPs, il va répondre aux messages sur WhatsApp, il va venir aux appels, il va cadrer sur pourquoi ils viennent à l'appel avec moi. Ça permet de tout simplifier justement. Ok, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que de plus en plus de très gros infopreneurs qui font rentrer énormément de volume standardisent beaucoup trop. Et le problème, c'est qu'à mon sens, c'est pas non plus l'ennemi du scaling. Tu vois, pour moi, standardiser, ça veut pas dire que ton client va pas avoir de résultats. Mais je pense que la seule méthode pour standardiser et que c'était une standardisation qui soit efficace, c'est d'avoir un avatar qui est tellement ciblé et précis qu'en fait, c'est quelque chose qui marche les yeux fermés. Mais de manière générale, sans intervention humaine, je trouve qu'il va y avoir beaucoup moins de résultats. Et c'est pour ça que nous, typiquement, on a fait un choix qui était justement de prendre très peu de clients. Le price est aussi beaucoup plus cher que les autres, tu vois, mais être sur du 100% personnalisé, parce que je pense que plus le modèle va être personnalisé, plus il a la chance aussi d'apporter des résultats et tenir à long terme. Après, évidemment, aussi, tu es limité dans le nombre de personnes que tu peux accompagner, puis c'est un scaling qui est beaucoup plus compliqué. Ça, c'est sûr, c'est une problématique. Donc, toi, aujourd'hui, tu fais quand même tu fais des lives collectifs ou c'est que des call one-one avec tes CSM et toi de temps en temps? Live collectif avec les clients, plus call one-one avec les clients et ensuite gestion avec le CSM. Ok. Ça va être quoi aujourd'hui, toi, tes process d'acquisition? Typiquement, tu vas avoir du contenu, tu vas faire du setting, tu vas faire de l'inbound, outbound? On fait pas d'outbound, on fait uniquement inbound. Quand tu parles du process, c'est quoi? Le tunnel de vente, comment ça se passe? Ouais, c'est ça, c'est en gros tes process d'acquisition. On attire avec Instagram la majorité de nos prospects. Ok.
100% des prospects pour la plupart. Parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que j'ai vraiment des gens qui vont venir depuis YouTube. J'ai des gens qui vont aller vers YouTube. Puis sur Instagram. Et puis sur Instagram, et voilà, tout l'entonnoir. Donc, Instagram, les Reels face cam que je fais. T'as parfois les vlogs pour aller toucher plus large, justement. Qu'on me voit investir, c'est mes vidéos qui vont faire le plus de vues. J'ai l'intention d'aller viser plus large, justement, quand je fais ça. J'ai mes face caméra qui convertissent très, très bien. C'est là que je gagne la confiance. Story, séquence de story Instagram, pour continuer à convertir, à gagner la confiance. Parce que t'as beaucoup de gens qui vont pas regarder les Reels, mais qui vont regarder tous les jours les stories. La majorité des gens, en réalité, c'est ça. Ils vont tomber sur les stories à coup sûr. Par contre, les Reels, pas forcément, vu tous les abonnements. Story, conversion avec YouTube. Je mets beaucoup plus d'énergie sur YouTube là ces temps-ci, justement. Ouais, t'as raison. Je trouve ça vraiment hallucinant à quel point YouTube, c'est comme t'as dit tout à l'heure, les micro-chaînes YouTube, tu vois, nous on a 80 abonnés sur notre chaîne business, on fait des vidéos qui font entre 100 et 200 vues, à chaque fois ils nous rapportent, tu vois, typiquement, nous, notre système d'acquisition, c'est on renvoie tout vers une communauté Skool. Et après, via une page d'opt-in sur Skool, on les appelle et puis on les renvoie en appel. Enfin, c'est une dinguerie à quel point on a à chaque fois 10 rendez-vous qualifiés par vidéo YouTube qu'on sort. Et donc en fait, on peut vraiment se dire que à chaque vidéo qu'on sort, on peut estimer en moyenne le cash collecté qu'on va faire à la fin après cette vidéo-là, tu vois. Encore une fois, si la vidéo est très travaillée, mais justement, je mets vraiment un point d'honneur, moi, à ce que les vidéos YouTube, comme au même site que sur Instagram, etc., le fond soit absolument privilégié. Parce que, à mon sens, plus tu vas prendre du temps à travailler ta vidéo, plus tu vas t'assurer que ce que tu dis, c'est pas non plus, ça tombe pas dans le sens commun, tu vois, et que tu targetes précisément ton avatar. En fait, à partir du moment où, pour qu'une vue soit comptabilisée sur YouTube, il faut que la personne soit restée 1 minute. Donc à partir de ce moment-là, la confiance se crée tellement plus facilement, tu vois. Pour moi, en tout cas, les appels qui se passent le mieux, les appels de vente qui se passent le mieux, c'est des gens qui viennent souvent de YouTube. Alors oui, est-ce qu'ils viennent de YouTube et puis après ils vont sur Skool, ou alors est-ce qu'ils prennent directement rendez-vous sur YouTube, ou alors d'abord est-ce qu'ils vont sur Instagram, etc. Le client moderne, il est méfiant, ça c'est évident. Donc aujourd'hui, il a besoin de se rassurer avec 92 points de contact différents. Mais de manière générale, ceux qui restent sur des formats longs, c'est primordial. Donc je le répéterai jamais assez, mais vraiment créer une chaîne YouTube, c'est aujourd'hui, si on a un business de coaching, peu importe sa niche, tout le monde est sur YouTube. Pour moi, c'est primordial. Glitch, argent facile, littéralement. Pour l'instant, c'est en easy mode, comme a dit Gadzi. Easy mode, exactement. Easy mode pour un business owner, c'est vrai. C'est dingue. C'est clair, t'as pas besoin de beaucoup de vues, t'as pas besoin de montage. T'as pas besoin de montage tout court, tu peux juste filmer depuis Loom et ensuite publier la vidéo. Pas besoin de miniature, enfin tout est simple. Tout est simplifié. Et YouTube, pour moi, c'est un des leviers. C'est le levier principal que j'utilise pour gagner la confiance. Et ensuite, en parallèle, les séquences de stories, setting, on a un setter excellent et player. Et ensuite, on convertit en appel et cash. Mais je pense que c'est justement devenu... c'est justement devenu, je pense, un gage de qualité. De se dire, vas-y, je fais pas de montage, je fais pas de miniature. Ce qui compte, c'est la valeur que je livre, c'est brut. Et je pense que limite, les gens cliquent plus dessus. Moi, j'ai fait des tests. Parfois, je mettais une miniature, parfois, j'en mettais pas, tu vois. Et je me suis rendu compte que parfois, les vidéos sans miniature, elles perfait plus que les vidéos avec miniature. Parce qu'en fait, les gens se disent, vas-y, encore, tu vois, une vidéo comme on en voit des milliers. Alors, tu vois, quand tu vois, format brut, tu mets un miro, tu mets des slides, tu mets un truc. Le mec, il dit, putain, c'est peut-être juste, tu vois, un tuto vraiment précis sur comment faire les choses. Et je pense que c'est vraiment un gage de qualité. Toi, t'as remarqué que qu'est-ce qui a vraiment évolué là depuis 3 ans aujourd'hui que tu fais quelque chose d'assez similaire dans le marché? Qu'est-ce qui a évolué? Je pense que ce qui a évolué le plus, c'est la méfiance en hausse, la confiance en baisse. L'éducation du marché n'a jamais été aussi haute. Je l'ai vu parce que j'avais des gens qu'on aidait qui pouvaient vendre sans montrer leur visage. Ils ramenaient sur un groupe Telegram, ils faisaient leur communauté, et ensuite ils vendaient. C'était le mécanisme de base. Tu pouvais vendre. Hello, ça va? Ok, je t'appelle sur Telegram ou je t'appelle sur WhatsApp. Ok, cool. C'est 2000. Simple, méga simple. Tout le monde pouvait rentrer, il n'y avait pas de barrière à l'entrée. Tout le monde pouvait bullshiter, il n'y avait pas de barrière à l'entrée. Tout le monde pouvait rentrer, sortir comme il voulait. Maintenant, le marché est tellement méfiant que les gens ne peuvent plus rentrer aussi facilement. C'est-à-dire qu'il y a toujours autant d'argent à faire, il y a même plus d'argent à faire pour les bonnes personnes. Du coup, ils sont plus méfiants, mais ils sont plus aware aussi, tu vois. Voilà, ils sont plus méfiants, mais ils sont plus aware. Donc, pour les bonnes personnes, il y a beaucoup d'argent à faire. Mais je pense que c'est ça principalement qui a changé. Je sais qu'avant, c'était tellement facile de vendre à n'importe qui, à n'importe quel prix. Maintenant, c'est plus compliqué. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. C'est des gens qui deviennent de plus en plus marketing immune, comme a dit Tugan. C'est des gens qui sont habitués aux techniques de marketing. Encore plus quand tu vas chercher des gens qui sont un peu dans la même niche que toi et du coup qui sont au courant des techniques, tu vois, les avoir avec du copywriting en setting ou alors en story ou alors en réel, c'est plus compliqué. Alors évidemment, là où les gens vont rester, c'est plus ta valeur est bonne et plus ça leur apprend vraiment des choses, plus évidemment ils vont avoir tendance à te faire confiance. Mais ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que là, il n'y a plus de technique miracle, c'est juste le meilleur gagnera, les meilleurs gagnent et les moins vont perdre. Je pense que d'ailleurs, je sais pas ce que tu en penses toi pour les prochaines
prochaines années. Je pense qu'il va vraiment y avoir une polarisation et beaucoup de gens qui vont se casser la gueule, comme beaucoup de gens qui vont aussi émerger. Et je pense qu'il fera vraiment la différence. Moi, c'est le résultat client et c'est concrètement la création de confiance. Je pense que tu me diras ce que tu en penses, mais on est même plus dans une économie de l'attention, dans une économie de la confiance. Donc en fait, aujourd'hui, évidemment, pour avoir de la confiance, faut attirer de la visibilité, mais sans confiance, t'as beau avoir de la visibilité. J'ai des clients qui ont 2 millions d'abonnés qui, quand je les ai pris, gagnaient 2 000 euros par mois, quoi. Ouais, je suis d'accord. On a des clients aussi très connus qui pas d'argent. Donc c'est pas une économie effectivement que de l'attention, c'est une économie de la qualité de l'attention que tu attires et de à quelle vitesse tu peux gagner la confiance de ce petit groupe de personnes que tu as pu attirer. Et après, tu as plein de gens qui vont disparaître. Ouais, non, c'est ça. C'est comme des gens qui vont arriver et qui vont rester. C'est quoi ta vision, toi, sur les 3-4 prochaines années sur ce business? Parce que, typiquement, moi, j'arrête la fac d'ici 2 mois. Moi, je suis encore à la fac depuis... parce que bon, c'est aussi un moyen de rassurer les parents, etc. Eux, ils considèrent que même si je fais aujourd'hui des résultats qui sont impressionnants, etc., pour eux, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et en réalité, c'est pas non plus quelque chose qui est si stupide, même si, tu vois, c'est des gens qui comprennent pas forcément ce milieu-là. Je pense que la vie est longue et c'est pour ça que je trouve ça assez important de se dire est-ce qu'on peut se projeter dans cette activité-là. D'après toi, est-ce que le marché de l'infoprenariat, c'est un marché qui croît ou qui va décroître ou c'est une bulle qui va exploser? C'est quoi un peu ta vision là-dessus? Ça m'intéresse. Je crois pas au marché de l'infoprenariat en particulier, par contre je crois au marché de la personal branding. Je crois en moi et ce que je vais créer par rapport à moi. Le but c'est que là actuellement je veux monter à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois à long terme, développer la personal brand en parallèle et gagner en flexibilité pour vendre ce que je veux. Ce que j'aime bien par exemple avec Iman, par exemple, il est flexible, il est passé d'info à juste entrepreneur tout quoi, marque de lunettes, le SaaS, les formations, il fait un peu tout, il est méga flexible. Donc je pense que c'est ça qui m'intéresse, parce que dans tous les cas c'est un jeu de confiance, si les gens te font confiance, ils vont acheter tout ce que tu peux proposer, et c'est un jeu d'humain également, d'humain à humain, ça peut être B2B, B2C. Je construis une audience à long terme de personnes à qui je pourrais toujours vendre, même si c'est pas de l'infoprenariat directement. Ok. Ouais, donc toi, tu crois pas forcément à la vente d'informations ou typiquement ce business model en particulier, mais tu crois dans tous les cas qu'à partir du moment où tu as de l'attention, c'est quelque chose qui va valoir de plus en plus cher dans les prochaines années. Ça, c'est clair et net. Moi, je suis quand même assez optimiste sur l'avenir de l'infoprenariat. Alors évidemment, je pense que ça va devenir beaucoup plus dur parce qu'il y aura beaucoup plus d'acteurs. Mais à la fois, je pense aussi qu'il va y avoir, vu qu'il y a plus d'acteurs, il y a plus aussi de demandes, il va y avoir plus de gens qui vont être aware à ça. Et de plus en plus de gens vont se rendre compte du scam du salariat. Alors, ça fait aussi un peu bullshit dit comme ça, mais en réalité, je pense que le salariat de 2026, c'est plus du tout le même que le salariat de 2000 ou de 1980, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, faire des carrières longues, c'est beaucoup plus compliqué. Tu as des potentiels d'évolution qui sont beaucoup plus faibles. Et je pense que de plus en plus de gens commencent à se rendre compte de ça. Que en fait ils sont totalement dépendants, c'est pas du tout la sécurité, ils sont dépendants, tu vois, d'une restructuration d'une IA qui va les remplacer dans 3 ans et trucs comme ça, tu vois. Et donc je me dis que c'est de plus en plus de gens qui vont commencer à être indépendants et se lancer dans des domaines comme ça. Ils vont se dire en fait ça marche, je peux vraiment gagner de l'argent, me faire payer encore mieux qu'avant en faisant quelque chose que je kiffe, en vendant une de mes connaissances, une de mes compétences. Il y a des mecs qui font des dizaines de milliers d'euros en vendant des accompagnants sur le vélo, d'autres sur la pêche, d'autres sur tout et n'importe quoi. Donc je pense que de plus en plus il va y avoir de demandes et je pense qu'en partie les coachs en scaling, alors il va aussi en avoir plus, donc il va falloir se démarquer. Je pense qu'on va aussi avoir beaucoup de travail sur les prochaines années. Donc moi en tout cas c'est ce qui me rassure et en tout cas c'est ma vision là-dessus. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je crois beaucoup au futur de l'infoprenariat. Simplement en fait c'est que je pense qu'il faut pas être trop attaché à... faut être attaché à soi et sa personal brand. Ouais, et je pense qu'actuellement, c'est un des meilleurs véhicules et ce sera le meilleur véhicule pour les prochaines années. Mais il y aura forcément une période où il y aura un meilleur véhicule relié à la personal brand. Maintenant, la méta, c'est personal brand plus vente d'informations, vente vente vers situation désirée, potentiellement qu'après, ce sera vente d'intelligence artificielle. Ouais. Il y a Yomi qui organise son challenge. Je suis sûr qu'il va vendre SaaS, tu vois. Quasiment sûr. Il va vendre SaaS, tu penses? Je pense. Ah, ça s'y a. Ouais. J'ai discuté avec... j'ai fait un podcast avec Ethan Duvin. Ethan. Ouais, Ethan. D'ailleurs, ça me fait rire quand j'ai dit que j'allais faire un podcast avec toi vendredi. J'ai honte, je l'ai vu hier. Donc... Ouais, mais oui, je le connais. Ouais, et justement, lui, il avait bossé avec Yomi sur un SaaS Shopify IA. Et même à cette époque-là, c'était quand même un précurseur. Hein. Yomi, il faisait pas comment faisait de l'IA, il a commencé à vendre de l'IA. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses que l'IA va créer concrètement sur le marché de l'infoprenariat? Je pense que l'IA, c'est déjà le cas. L'information perd en valeur en fait, parce que l'IA la donne. Les gens, tu le vois, les entrepreneurs parlent de plus en plus à ChatGPT. Ils vont trouver des idées avec ChatGPT. Claude, c'est encore pire. Même moi, dès que j'ai une question, je vais poser à ChatGPT. Qu'est-ce que tu en penses de cet appel? Qu'est-ce que tu peux analyser, etc.
L'information a beaucoup moins d'importance, vu le fait que j'axe beaucoup plus sur l'humain et les éléments différenciants humainement parlant, et également l'implémentation. Je pense qu'on ne paye pas juste pour l'info. Je suis d'accord avec toi. Forcément pour l'info, parce qu'on a quand même accès à des infos auxquelles ChatGPT n'a pas accès pour le moment. Ouais, et ça, même ça, tu vois, alors peut-être ChatGPT peut-être, mais moi je pense que tu vois, en réalité, toutes les informations qu'on fournit à nos clients, elles sont disponibles en ligne quelque part gratuitement. Ouais, c'est ça. Je pense que ce qui fait la différence, et moi c'est toujours ce que je dis à mes clients, c'est que les gens payent pas pour fatalement de l'information, mais payent pour les driver d'un point A à un point B. Et, le plan, ouais, la direction. Et pour l'implémentation, en réalité, c'est quand même ça. L'implémentation et le plan, la clarté. En fait, tu payes pour la clarté parce que tu peux aller sur YouTube, aller prendre ça. Mais leur donner. Ils sont dans une zone de flou souvent. Ouais, ça trop d'informations. Et d'ailleurs, j'ai eu un prospect en appel qui lui avait une offre qui était assez intéressante. C'était apprendre aux gens à apprendre. Typiquement, à faire le tri avec le nombre d'informations qu'ils avaient disponibles. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi là où tu vois les formations accompagnement, ça va être utile, ça permet de reclasser l'information et de la mettre dans un ordre logique. À la fois, je pense que dans tous les cas, aujourd'hui, il y a encore des gens qui vendent vraiment juste des formations, tu vois, sans aucune intervention humaine. J'ai pas l'impression d'en voir beaucoup sur le marché. Non, il y en a moins. Ouais, il y en a moins. Puis même tous les gens qui vendent une formation, ils ont quand même des sessions live, des groupes, des trucs comme ça. Ouais. Non, l'information simplement en elle-même baisse en valeur. C'est vraiment la directive, le fait d'être drivé par quelqu'un que eux apprécient, parce que je le vois en fait sur mon formulaire d'onboarding. Quand les gens viennent, il y a des raisons techniques, mais il y a beaucoup de raisons de humainement parlant, etc., blablabla, je l'apprécie, etc. Donc ça joue. Et oui, la clarté, parce qu'en fait, surtout dans notre niche, tu as des gens qui vont regarder plein de vidéos YouTube de sources différentes, trop d'informations d'endroits différents, ça tue l'information, ils perdent en clarté, et plutôt qu'une personne fais ça, t'arriveras à telle destination. Ouais, non, c'est clair, mais surtout que je pense que. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on s'est beaucoup repositionné, c'est qu'initialement, on avait un système qui nous permettait de faire scaler nos clients, qui était le community funnel, tu vois. Donc, on utilisait Skool, typiquement, pour faire des funnels, et on avait construit un accompagnement autour de ça, et c'était vraiment notre promesse, sauf qu'on s'est vite rendu compte que, tu vois, typiquement, il y avait des clients pour lesquels c'était pas forcément adapté, et donc, en fait, nous, on voulait sortir, donc, alors certes, on est retourné dans du scaling plus pur et dur, sans vraiment avoir le mécanisme différenciant du community funnel, mais à la fois, aujourd'hui, on a cette capacité d'adaptabilité, et je pense que c'est hyper important, parce qu'il y a aujourd'hui énormément, tu vois, il y a tous les infopreneurs francophones qui te promettent tu vois, d'atteindre tel résultat avec un seul système, un seul mécanisme, un seul truc, tu vois. Et je trouve que justement, ça, c'est s'enfermer dans une case, parce que ce qui fonctionne avec une niche fonctionnera peut-être pas avec l'autre. Tu vois, je sais que récemment, où tout le monde parlait du profile funnel, du follow ads, etc., ça a marché pour certaines niches pas du tout. LinkedIn ads, ça a marché pour certaines niches, d'autres pas du tout, des trucs très corporate. Et donc, en fait, ouais, je suis assez d'accord que le côté de pouvoir avoir la lucidité, la clarté de dire à ton client, tu vas faire ça, ça et ça, parce que toi, en fonction de ta niche, c'est ça qui va fonctionner. Je pense que c'est hyper important, parce que c'est à écouter YouTube et les réseaux sociaux, c'est tout le monde qui a le mécanisme qui va te faire tout exploser. Ouais, bah oui, les gens essaient de vendre leur mécanisme, évidemment. Ouais. C'est pas mauvais, tu vois, mais je pense qu'il faut pas non plus aller dans l'excès. Il faut se dire, oui, ok, moi, tu vois, typiquement, il y a des clients, je leur recommande de faire des value assets, je leur recommande de faire des formats courts. Enfin, c'est pas réinventer la roue, mais c'est ce qui marche, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui se perdent à vouloir un peu, justement, aller. C'est un peu même le même chose, le syndrome de l'objet brillant, mais dans les process, tu vois. Plus tant dans le business, mais dans les process. Tu vas dire, ah putain, ok, je vais faire le profile funnel, là demain ça tout va exploser. Ah, il y a un nouveau truc, c'est le Skool, je vais faire ça va exploser. Non, il y a un moment, tu vois, ça, je prends souvent cet exemple-là. J'ai discuté avec un mec à Dubaï, d'ailleurs, je sais pas si tu connais, il s'appelle Léopold Klein. Il a un accompagnement dans le trading, bref. En gros, il a pris pas mal d'abonnés sur YouTube, il a environ 10 000 abonnés sur YouTube. Et pourquoi il a pris des abonnés? Il fait juste des vidéos facecam sur un tableau ou un truc, ou juste il présente des actions, des trucs comme ça, ses plans d'investissement. Et ce mec-là fait 100K par mois. Alors que il a vraiment absolument rien qui est optimisé. C'est-à-dire qu'il a une communauté Skool où il balance les 2 premiers modules de sa formation. Chaque vidéo YouTube, il renvoie vers le Skool. Il set même pas sur WhatsApp à partir du numéro qu'il a récupéré, parce qu'il ne récupère même pas le numéro sur Skool. Il set directement dans la messagerie Skool, ce qui est un truc qui n'est pas du tout optimisé. Et le gars fait 100K par mois comme ça. Et pourquoi il fait autant d'argent? Juste parce qu'en fait, il est hyper compétent dans son domaine, que son produit est hyper bon et que les gens passent à l'action avec pour ça, tu vois. Donc je pense que tout n'est pas non plus une histoire de process et de système. Je pense qu'il faut aussi beaucoup revenir aux fondamentaux et sur ta manière de communiquer ta valeur au marché, tu vois. Ouais, tes éléments différenciants, humainement parlant, et les éléments différenciants, stratégiquement parlant sur ton offre. Ouais, carrément. Je pense qu'évidemment, tu vois, aujourd'hui, à part des grosses figures d'autorité sur le marché, je pense que t'en fais partie, Mathis Clouet aussi en fait partie, etc. Dire je scale des business pour aujourd'hui un nouveau coach en scaling, c'est compliqué. Tu vois, t'es obligé, je pense, de trouver un axe différenciant. Après, je pense que de plus en plus, la différence ne va pas passer par la promesse. Je sais pas ce que tu en penses. Parce que tu vois, aujourd'hui, un peu tout le monde a une promesse irrésistible à leur Hormozy. Pour moi, ce qui va vraiment faire la différence, c'est justement, comme tu l'as dit, ta manière de communiquer ta valeur au marché. Parce que je pense que tu pourrais avoir une promesse vraiment bullshit, ajoute 50K par mois à ton chiffre d'affaires en 90 jours. Par contre, si tu as une valeur de fou furieux, alors les gens vont passer à l'action avec toi. Tu vois. Ouais, tu vois, les gens parlent beaucoup de valeur perçue sur l'offre. Je pense qu'il faut parler de valeur perçue sur soi.
Ouais, Quand carrément. on te voit sur Instagram, est-ce que la valeur perçue, elle est au max? Et les gens observent énormément. Les gens, peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont dans le déni par rapport à ça, qui pensent que l'offre compte plus. Ce qui compte, c'est à quoi tu ressembles et qu'est-ce que tu proposes. Est-ce que ce que tu proposes est cohérent avec l'image que tu donnes de toi sur Instagram? Est-ce que quand on check le profil, à la minute près, on se dit, OK, c'est cohérent. La Ouais. média, est-ce qu'elle est à 100 000 euros par mois? Et quand je le vois, les gens, limite, c'est vraiment ce qu'ils se demandent. Il va m'aider à scaler à 100 000. Est-ce qu'il a l'air de faire 100 000 euros par mois? Est-ce que c'est cohérent? Où est-ce qu'il habite? Qu'est-ce qu'il dit? Comment il parle? Comment il s'exprime? Comment il s'habille? Où est-ce qu'il filme ses vidéos? Avec qui il est? Les gens observent tous ces points, une fraction de seconde. Les stories à la une, les posts Instagram, les carousels, les reels. Ils ont déjà une idée de, OK, est-ce que je vais travailler potentiellement ou pas avec cette personne? Ouais, c'est une vibe que tu dois renvoyer. Typiquement, moi, pendant très longtemps, j'ai fait cette erreur-là, qui était de. En vrai, je vis à Paris, mais tu vois, moi, j'identifiais vraiment le côté t'es un infopreneur, t'es un coach en scaling, tu dois aller à Dubaï, tu dois faire des trucs comme ça. Mais en vrai, je me suis dit, alors, OK, soit je me fais niquer par les impôts, ça, c'est quelque chose, mais par contre, j'ai aussi la chance, et ça vraiment, je l'ai réalisé assez tard, de vivre à Paris dans une des plus belles villes du monde. Ouais. Pourquoi pas la mettre en avant dans mon branding, tu vois. Et justement, tu vois, en réalité, ça change. Il n'y a pas beaucoup d'infopreneurs à Paris, etc., qui mettent ça en avant dans leur branding. Du coup, j'ai commencé vraiment à le mettre en avant et je me suis rendu compte que ça collait déjà beaucoup plus avec ma personnalité et que, tu vois, même, c'est tout con, mais nous, on fait énormément d'outbound. On n'a pas encore une énorme traction en organique. C'est des choses justement sur lesquelles on travaille énormément sur nos inputs. Mais nous, aujourd'hui, notre business fonctionne à 80%, allez, 70-80% de notre acquisition, ça fonctionnait par de l'outbound ou YouTube, tu vois. Et en fait, on a tellement plus de réponses au setting, on a tellement un meilleur taux de conversion, etc. En appel, que en fait, ça peut vraiment venir uniquement du branding, tu vois. Et je pense que même en setting, tu vois, les gens vont checker ton profil, vont checker tout ça, et c'est hyper important. Toi, tu mets vraiment en avant ton cadre de vie. Tu mets quand même un peu de lifestyle encore ou pas sur En fait, dans ma niche, ça dépend vraiment de la niche, ça dépend de l'avatar. Mon avatar est sophistiqué, ils sont éduqués. Si je fais du lifestyle trop directement, ça va juste les éloigner. Ils vont se dire, putain, bizarre. Il veut nous vendre par son lifestyle. Donc, ce que je fais, c'est que c'est simplement des signaux, en fait, que je vais mettre en avant. La manière dont je m'habille, quand je filme, on voit où est-ce que je suis. Par exemple, là, je suis dans un bel appartement, je filme, on le voit dans le miroir. Les gens qui m'entourent, j'essaie de faire en sorte qu'on voit que j'ai du réseau, le fait qu'on me voit payer des coachs, c'est une accumulation de plein de choses, en fait. En fait, les gens, ils réfléchissent juste par point clé. Il a tel âge, il habite là, il dit qu'il gagne ça, il est coaché par telle personne, j'ai vu son visage avec cohérent, tel ouais. visage. Et juste ça, c'est cohérent. C'est pour ça qu'en fait, les figures d'autorité, c'est que ça, c'est que de la cohérence. C'est que du lifestyle, en fait. Mais du lifestyle, mais tu adaptes. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Là aujourd'hui, ça va être quoi, toi, tes gros projets? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que tu prépares pour 2026? Est-ce que tu vas changer quelque chose dans ton activité? C'est quoi un petit peu ton envie d'évolution là, sur les prochaines années? Aucune idée pour le moment, honnêtement. J'ai des plans, mais je vais laisser voir les gens. C'est des plans que je peux pas forcément donner. Après, par contre, à long terme, je sais pas si toi, par exemple, tu arrives à visualiser à long terme. J'ai du mal à visualiser tellement ça avance vite, en fait. Ouais. En fait, je sais que moi, j'ai évidemment, tu vois, c'est l'entrepreneuriat qui me fait kiffer, tu vois. Je me suis jamais lancé dans l'entrepreneuriat pour dire je vais devenir riche, mais juste parce que ça va encore une fois faire bullshit. Et ça, en réalité, c'est la liberté, c'est le côté. En réalité, tu vois, t'es responsable de ton échec, t'es responsable de ton succès, et ça, je trouve ça hyper important. Et tu dépends pas d'un manager toxique qui va te casser les couilles parce que il est jaloux, j'en sais rien, tu vois. Donc moi, c'était vraiment pour ça, et j'ai toujours eu pour ambition typiquement de monter ma chaîne d'hôtel. C'est vraiment mon objectif plus tard, ça va être de créer une chaîne d'hôtel de luxe, donc une chaîne de palace, tu vois, à Paris, à Londres, etc. Ça, c'est vraiment mon objectif, et je sais qu'aujourd'hui, moi, ce que je fais, je l'utilise comme un tremplin. C'est aujourd'hui, moi, j'ai lancé ça parce que j'ai lancé initialement mon infoproduit qui était la création de school pour des infopreneurs, que j'ai réussi à scaler jusqu'à 15K par mois. Je l'ai lancé vraiment from scratch, tu vois, j'avais zéro, j'ai fait un prêt étudiant, j'ai investi dans un coaching, etc., tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, je monte mon accompagnement en scaling parce que je me suis rendu compte que j'avais des compétences qui étaient très développées là-dessus et que j'arrivais aujourd'hui à avoir des vrais résultats de dingue avec mes clients. Et donc, c'est pour ça que j'ai construit toute une offre autour de ça. Mais effectivement, ça avance très vite et je pense que je vais encore faire ça pendant 3-4 ans, tu vois, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est très clairement la meilleure opportunité, là où je peux avoir le plus d'impact, tu vois. Mais passé un certain moment, je pense que même si ça va devenir plus dur, même si je vais gagner probablement moins, parce que même avec des chaînes d'hôtels de luxe, je suis sûr qu'il y a moins de cash flow que dans ce business-là qui est absolument dingue. Ouais. Mais en réalité, moi, j'ai vraiment envie de me faire kiffer, j'ai envie de faire des choses qui me font vraiment kiffer, tu vois. Et aujourd'hui, scaler des boîtes, je trouve ça génial. Je sais pas ce que t'en penses, mais tu vas découvrir des nouveaux projets, découvrir des nouvelles niches. Tu vois, typiquement, j'accompagne un mec qui coach les sales dans la tech. Je trouve ça passionnant, tu vois. Il m'explique comment ça fonctionne la tech. Je savais pas que les salaires dans la tech étaient aussi aberrants, tu vois. Tout le monde parle de finance, mais en vrai, les salaires dans la tech sont ouf, tu vois. Ouais. Et donc, ouais, je découvre énormément de choses. Et je me rends compte que c'est vraiment ce que j'aime faire. C'est un peu, en fait,
Je dirais pas que c'est des fonds d'investissement, mais en tout cas, ça fonctionne un peu pareil. C'est dans le sens où tu vois, tu t'aides des petites boîtes à grandir et via des process, des systèmes que tu adaptes en fonction de chaque truc. Et donc moi, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose que je kiffe. Mais je sais que plus tard, mon objectif et ce pourquoi je fais ça, je mets aussi énormément d'argent de côté pour pouvoir avoir le capital nécessaire pour monter ma chaîne d'hôtel. Toi, t'as pas de vision à long terme là-dessus? C'est quoi ton rêve? Dis-nous tout. C'est quoi mon rêve? J'ai pas de rêve en particulier, tu vois. J'ai pas forcément un rêve avec ma carrière ou autre. Je dirais que c'est avoir beaucoup d'impact. Là, par exemple, mon objectif, c'est d'avoir de l'impact. Là, je prends vraiment du plaisir. C'est quand je vois des gens qu'on a aidés qui étaient à 5-10 et que je vois qu'ils vivent leur meilleure vie, ils arrivent à s'expatrier, ils font de l'argent, ils sont contents que nous envoient leurs résultats. Moi, mon driver de base, et je ne l'ai pas encore validé, c'est simplement de pouvoir prendre soin à 100% de ma famille, de ma mère et de ma sœur. C'est-à-dire que je peux déjà le faire, etc. Pas encore assez. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui me drive beaucoup. Et après, j'ai pas de rêve en particulier, tu vois. Peut-être pas maintenant encore. J'ai pas encore pris le temps de réfléchir. Je réfléchis vraiment sur. T'es trop lock-in sur le moment présent. Ouais, je suis lock-in sur le moment présent, sur quelque chose de court terme, sur OK, les 6 prochains mois, on doit faire combien d'argent? Les 6 prochains mois, je dois valider quoi? OK, je dois faire ça. Tout ce que j'ai dit que j'allais faire pendant les 6 derniers mois. Quand je suis arrivé sur Dubaï, j'ai dit OK, d'ici 6 mois, je dois être ici. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Ouais, attends, c'est dingue. Et là, donc, ton objectif de CA, est-ce que tu as un objectif particulier pour 2026 de CA, de nombre de clients coachés, je sais pas, en tout cas quelque chose qui est mesurable pour 2026? J'aurais aimé que nos clients puissent générer au moins 5 à 6 millions de cash encaissés par nos clients sur l'année 2026 et en conséquence que moi je puisse monter à peu près à 400-500 000 euros par mois de profit. Ok, c'est vraiment l'objectif, donc faire un x5, ouais. Un 5x, putain, c'est... Et donc Comment? Non, je dis c'est honnête. ça commence à être sympathique. Est-ce que tu vas changer un process particulier pour atteindre cet objectif-là, ou alors est-ce que tu vas continuer à faire ce que tu fais en plus et en mieux? Non, je vais changer. Tu vas changer? Je vais prendre des risques, etc. Je vais faire des choses qui n'ont pas encore été faites pour aller viser plus. Ça va lancer des webinaires, potentiellement. Des challenges. On va faire ce qui est nécessaire d'être fait ouais, ok. pour atteindre. Bah, du coup, ouais, j'imagine que t'es quand même aussi assez en avance sur beaucoup de stratégies, vu que tu te fais coacher par les mecs des US. T'envisages, du coup, j'imagine que t'as pas encore fixé combien de temps t'avais envie de continuer aujourd'hui cette activité-là. T'as pas encore vraiment déterminé une période de temps sur laquelle tu vas switcher, tu vas changer. Je pense que tu vas beaucoup évoluer au fur et à mesure. Je pense que même ton offre, il va encore évoluer. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais... Ouais, non, clairement, je suis d'accord. Mais en fait, j'adore ce que je fais, comme toi. J'adore, donc en fait, tant que j'adore, je continue. Même si j'adore pas, je continue honnêtement. Ouais. Dès que l'impact il est là, en fait, j'adore voir l'impact qu'il y a. Et après, on va forcément adapter. Tu vois, le marché change très rapidement, peut-être avec l'intelligence artificielle, peut-être rendre ma personnel brand un peu plus flexible, plus mass market, peut-être passer un cap et aller viser plus large sur le marché à voir, tu vois, à long terme. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais continuer, en tout cas, sur de l'info et aider les gens à faire plus d'argent. Je me vois pas aller sortir du make money, en tout cas. Ouais, ok. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc que les gens comprennent pas aussi, c'est que beaucoup de gens, quand ils se lancent dans le business, ils commencent à avoir beaucoup de travail, ils s'attendent à aimer tout ce que tu fais. Mais j'imagine que y a personne qui aime à 100% tout, tu vois. Typiquement, il y a des tâches qui sont chiantes, qui sont répétitives, tu es obligé de faire. Alors oui, tu peux faire le max pour automatiser, etc. Mais ça, tu vois, avant de passer 10K par mois, je pense que c'est très compliqué de sortir de tâches routinières chiantes, mais c'est un nécessaire absolu. Toi, là, est-ce que tu as encore des tâches qui t'ont profondément chié ou pas? Non, en soi, non. Pas particulièrement, parce que ça me fait chier, je paye quelqu'un et comme ça, moi, c'est terminé. Par contre, pour monter sur le mois à 100K, en fait, les gens partent du principe, c'est un peu une utopie, que tu dois aimer tout ce que tu fais, justement. Il faut accepter que ce soit chiant. Et que bien sûr. tu prennes du plaisir de façon un peu plus large sur le business, mais que dans le business, parfois, ce soit chiant et c'est OK. Tu vois, il y a des journées que j'enchaînais, je me réveillais, j'étais aigri, mec. J'avais pas envie de faire le travail nécessaire parce que tu vois pas le retour sur investissement directement. Tu n'aimes pas le faire, t'es pas bon dedans, mais tu peux pas le déléguer non plus parce que c'est méga important que tu gardes le contrôle. C'est ça qui a compound avec effet cumulé qui me permet d'avoir délégué beaucoup. Mais ouais, Hormozy parlait de ça, justement. Faut accepter que ce soit pas amusant. Certaines périodes et certaines tâches. Ouais, c'est pour ça, moi j'ai à chaque fois quand il y a, typiquement moi j'ai beaucoup d'amis qui ont des compétences qui sont évidentes. Typiquement moi je suis un ancien sportif de haut niveau, donc je connais beaucoup de sportifs de haut niveau qui aujourd'hui fonctionneraient extrêmement bien dans le business du coaching sportif, parce que je sais qu'il y a énormément aussi d'argent là-dedans, surtout qu'avec leur storytelling, leur crédibilité, d'être à l'INSEP et d'être des mecs comme ça, c'est quand même... Tu faisais quel sport? Escrime, j'étais escrimeur de haut niveau. J'ai arrêté il y a 4 mois là justement pour me focus à 200% sur le business. C'est, je pense, une décision qui a été la plus dure de ma vie, tu vois, parce que c'est pendant 10 ans, surtout que j'ai arrêté, j'étais au pic de, entre guillemets, j'aurais pu, je sais pas, potentiellement faire les JO dans quelques années, mais je l'ai pas fait parce que
je sais qu'il y a un moment, même quand tu fais les JO, tu peux finir, même quand tu es champion olympique, tu peux finir à gagner moins du SMIC quand tu es à la retraite. Ah non, le sport de haut niveau en France, c'est très très peu valorisé. C'est pour les sports amateurs comme l'escrime, en fait, tu gagnes 2000 balles par mois c'est pas un sport très 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 connu comme. Non, en fait, c'est médiatisé qu'au JO. Et en fait, quand tu gagnes 2000 balles par mois pendant 10 ans où tu es à ton prime, et encore, et avant et après, tu es dans la merde. Tu vois. Et moi, typiquement, je sais que mon coach, typiquement, qui a été champion du monde, premier mondial, il a été au JO, je ne sais combien de fois. Le gars gagne en dessous du SMIC aujourd'hui, il est absolument pas aidé, il galère pour tout. Je trouve c'est juste, en vrai, c'est scandaleux. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé, malheureusement, de faire un choix qui était juste rationnel et cartésien, tu vois, qui était maintenant je me focus sur quelque chose qui va, tu vois, me permettre de croître beaucoup plus vite et de faire vraiment des choses qui ont un plus gros impact. Même si en réalité, c'est ma passion et ça me fait chier d'arrêter. Mais bref, je voulais en venir au fait que du coup, je les conseille sur le truc. Ils me disent, ouais, mais mec, comment je fais pour avoir mon premier client? Mais pour moi, en fait, c'est juste des maths. C'est au début, tu te braines un compte Insta, tu fais des trucs comme ça, tu t'envoies juste 1000 messages de prospection. Même si tes messages de prospection sont claqués, tu vas avoir au moins 50 réponses. Sur 50 réponses, même si ta conversation est claquée, tu vas avoir 10 appels. Et sur 10 appels, même si ton closing est claqué, tu vas avoir une vente. En réalité, c'est juste des maths, c'est juste du volume au début, ouais. C'est qu'une gamme de volume. C'est un jeu de volume et c'est un jeu de fainéants, frère. Ils sont tous fainéants, les gens qui démarrent pour la plupart. Ouais. Tu vois, c'est le côté, ils se démotivent, mais ils envoient 20 messages par jour. J'ai vu un ami qui était coach en appel qui me disait, mais je comprends pas, tu me dis de créer du contenu et je fais 3 posts LinkedIn par semaine, j'y passe énormément de temps et ça marche pas. Mais c'est pas 3 posts LinkedIn par semaine qu'il faut faire. Et surtout depuis combien de temps qu'il est fait les 3 posts? C'est ça, déjà c'est surtout 2 posts par jour qu'il faut faire. Ça fait une semaine que je fais 3 posts. Ça m'a toujours pas rendu millionnaire, je comprends pas. Faut faire 2 posts. En fait, c'est tellement du volume, faut faire 2 posts par jour sans perdre en qualité. Faut faire un réel minimum par jour sans perdre en qualité, voire plus. Tu dois faire 2 vidéos YouTube par semaine. Au début, si tu veux avoir une croissance organique rapide, pour moi, c'est le seul moyen de réussir. Alors oui, c'est un rythme qui est intenable, mais plus tu vas réussir, intenable, ça dépend pour qui, mais plus tu vas t'approcher de ce rythme-là. Typiquement, moi, j'ai payé un coaching one-one récemment à 15 000 balles. Le premier truc qu'il m'a dit, c'est tu fais 2 réels par jour, tu fais 2 vidéos YouTube par semaine, tu fais 3 podcasts par semaine. C'est des rythmes, j'en dors plus la nuit, tu vois, c'est tellement compliqué. Mais à la fois, je me rends compte que pour avoir une croissance en organique rapide et pour passer, je pense, de 5 à 50K par mois le plus rapidement possible, je pense qu'il n'y a pas de secret. Et si tu as une vraie expertise, une vraie compétence, ça va juste être un jeu de volume et de quantité, quoi. Clairement. Toi, aujourd'hui, c'est quoi ton rythme un peu de contenu? Je sais qu'on publie à peu près 3-4 vidéos par jour publiques. Ensuite, tu as tous les reels d'essai qui nous permettent de faire du retargeting gratuit sur des gens qui avaient déjà vu mon contenu mais qui se sont pas abonnés. Ouais, bien sûr. C'est hyper fort les reels d'essai. Incroyable. 3-4 vidéos par jour. Une vidéo YouTube tous les 5 jours, minimum. Une story Instagram tous les jours. Et ouais, principalement ça. C'est les trois piliers les plus importants. Ok. T'es sur Instagram, YouTube? T'es sur d'autres plateformes aussi ou pas? Ouais. T'es sur quoi? T'es sur LinkedIn? Sur d'autres plateformes qu'Instagram? Non, les deux. Ok. J'ai TikTok aussi qui tourne, mais enfin c'est. Oui, c'est juste histoire de. Ouais, juste histoire parce que ça coûte rien, mais je check pas en soi, je sais même pas qu'est-ce qui se passe. On a un compte TikTok, juste on republie nos réels parce que c'est juste du contenu qui est là et autant en vrai. Ça peut pas être négatif d'avoir de la visibilité. Ouais. Mais c'est vrai que quand je commence à voir certains commentaires TikTok, je me dis c'est pas là où je vais trouver mes clients les plus fins. Non, mec, c'est terrible sur TikTok, en audience. Ouais. C'est des gens en fait, qui ont un récepteur de dopamine complètement grillé, je pense, et qui sont. D'ailleurs, je voulais parler de ça. J'ai vu que tu avais un Whoop. Aujourd'hui, c'est quoi ta routine? C'est quoi ton hygiène de vie? Est-ce que tu arrives à avoir vraiment un truc très carré, d'avoir toujours d'énergie, etc. Parce que moi, typiquement, je sais que c'est un très gros problème. C'est aujourd'hui, je dors très peu. Je pense que j'ai un rythme de vie un peu décalé. Toi, tu arrives à conserver quelque chose de. Ça dépend des périodes en fait. S'il y a beaucoup de travail, je vais pas dormir. Par exemple, les derniers jours avant de venir sur Paris, je sais que là pendant les prochains jours, je vais pas beaucoup travailler. Je déteste ne pas beaucoup travailler. Donc j'enchaînais des nuits à la Red Bull. Je prenais genre 2-3 Red Bull par nuit. Je fais jamais ça et je dors pas. En fait, c'est même pas, c'est vraiment une nuit blanche en fait. Même pas je dors tard, je fais juste une nuit blanche. Et par contre, la majorité du temps, non. Parce que comme là, j'ai repris un rythme un peu plus normal. Je me lève le matin à 7h. J'ai une liste de ce que je dois faire le matin. C'est même pas une liste de la journée, c'est juste lève-toi, bois l'eau, soleil, donc tu traques quand même tout ça, quoi. Ouais, je traque quand même pas mal. Je médite également pas mal. Alors, la méditation, ça t'a apporté vraiment des bienfaits ou pas? Ouais, en fait, c'est effet cumulé. C'est quelque chose qui paraît assez ridicule quand même quand tu commences. Mais tout ce que je visualisais, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai noté, c'est exactement ce qui se passe, mot pour mot. Ma mère était dans ma chambre en Guadeloupe, là, ma chambre avant que je quitte la Guadeloupe. Et il y a une feuille et il y a tout. Donc, je vais à l'appartement,
je veux recevoir tel type de message avec des gens qui me disent envoie-moi le lien de paiement pour 5K, etc. Dashboard Stripe avec 100K, etc. Et littéralement, tout ce que j'ai dit que j'allais faire, je l'ai fait et ça s'est manifesté. Et en fait, à force de le voir, en fait, ton cerveau ne voit pas la différence entre l'imagination et la réalité. Si tu le fais constamment, tu arrives à te convaincre que c'est vrai. Et donc, tu agis comme ta version à 100 000 ou 200 000 euros par mois. C'est quoi ton avis sur le fake it until you make it? Comment le fake it? Fake it à ton cerveau ou fake it aux gens? Alors moi justement je le perçois plutôt à ton cerveau et juste en fait de manière générale te comporter comme si tu étais déjà dans ta situation rêvée. Ouais, tu deviens pas millionnaire, tu es millionnaire et t'as juste pas encore l'argent quoi. Ouais voilà, le temps se coupe et après ça se manifeste en termes de cash, en bien matériel. Ouais, c'est de considérer qu'être millionnaire c'est pas un nombre d'argent sur un compte en banque, c'est plutôt un état d'esprit, une façon d'être quoi. Une façon d'être, exactement. C'est comme ça influence ton business, ça influence tout, tu vois. C'est extrêmement important parce qu'en fait, les gens, souvent, il y a une dissonance entre la version qu'ils visent et la version actuelle dans laquelle ils sont bloqués. S'ils sont à 10 000 euros par mois, qu'ils visent 50 000, ils font des actions de personnes à 10 000, ils accumulent des tâches de merde où il n'y a pas de levier, ils acceptent des tâches de merde. Est-ce que leur version à 50 000 accepterait ça? Non. Et tant qu'ils ne sont pas prêts à se détacher de leur identité actuelle, ils vont rester bloqués. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu lis beaucoup, toi? Non, je lisais beaucoup. Là, je lis un peu moins quand même, honnêtement. Ah putain, merde. Parce que putain. Non, mais c'est tellement. J'ai l'impression que c'est tellement bien. Tu sais, genre, mais moi, j'ai commencé à lire assez tardivement. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé vraiment à lire sérieusement depuis cette année. En fait, je me suis rendu compte que le volume d'informations qu'il y a dans un livre comparé à le volume d'informations qu'il y a dans un documentaire de 2 heures, mais il est tellement différent et je trouve que c'est tellement un des meilleurs moyens de hack. Après, je pense que tout dépend de comment ton cerveau fonctionne. Si t'as une mémoire qui est plutôt, tu as écrite, etc., etc. Mais en tout cas, moi, j'ai commencé à lire beaucoup de déjà les grands livres business de base, tu vois, beaucoup de livres sur la vente. Mais je commence aussi beaucoup à lire beaucoup de livres historiques parce que je trouve ça mais tellement inspirant et tellement révélateur aujourd'hui des situations business. Sur les empereurs et tout. Sur les empereurs, tu vois, Machiavel, mec, c'est tout. Mais Machiavel. Ouais. C'est dingue. En fait, c'est tout ce qui est tu vois, manipulation éthique des perceptions. C'est le côté, tu vois, un peu les stratégies de personal branding. Et en fait, on se rend compte que il parle que de théories qui se basent sur la nature humaine. Et la nature humaine, elle a pas changé depuis 500 ans, tu vois. Donc en fait, c'est des trucs qui expliquent juste comment gagner de l'influence, gagner du pouvoir, gagner de l'impact. Et en vrai, ouais, je pense que c'est aussi une mes très belles découvertes avec la lecture cette année, c'est que tu vois, quand je lis des biographies d'Alexandre Le Grand, des biographies de Machiavel. Alexandre Le Grand, ouais. Tu vois, bon, un truc, d'ailleurs, j'en ai fait beaucoup de réels, trucs comme ça. Ce qui m'a fasciné, c'est que moi, j'ai fait cette découverte-là quand je voulais sortir un peu de mon business et je me suis dit, vas-y, je vais me replonger dans la lecture, je vais m'apaiser un peu. Si je lis des livres d'histoire, je suis en mode, putain, mais Alexandre Le Grand fait des offres irrésistibles au village qu'il veut conquérir. Tu sais, le côté, tu sais, il inverse le risque. Il dit, soit tu rentres dans mon empire et je te nomme, je sais pas, colonel, ou soit je rase ton village, tu vois, sur le mode, bah, en vrai, le choix, t'as plus trop le choix et en mode tu te dis ouais, bah, pourquoi je prendrais ce risque là, et en fait c'est vraiment plein de concepts comme ça qui se basent sur la nature humaine et qui ont été repris en fait par énormément de grands gourous business. Et tu vois, je sais que Russell Brunson en ce moment, je sais pas si tu checkes un peu son YouTube, aujourd'hui il fait quasiment que des vidéos sur des vieux livres qu'il explique en disant comment ce vieux livre qui date de 500 ans a changé son business, etc. Tu vois. Ouais, Alexandre Le Grand, c'est vraiment... C'est pas mal les livres sur lui, c'est vraiment intéressant. Gengis Khan aussi, pas mal. Ouais, Gengis Khan. Mais effectivement, je me penche encore plus sur des livres comme ça. Ouais. J'ai vu, c'est dans ta DA d'ailleurs. Ouais, bah en fait, depuis peu en réalité. Depuis peu parce que nous, on n'est plus sur le community funnel depuis peu et aujourd'hui, on n'est plus sur les stratégies justement générales. Et moi, j'étais en mode, mais comment dire, ce prisme, tu vois, sur laquelle aborder le business, tu vois, avec des stratégies un peu d'expansion. C'est comme ça aussi, je le brand, c'est des stratégies d'expansion agressives, tu vois, où on se base beaucoup sur des stratégies historiques et des figures, etc. Pas tant en réalité, parce que nos process restent des process comme il y en a un peu partout, mais par contre, ce qui va vraiment différencier, c'est notre manière de communiquer notre valeur au marché et qui va justement utiliser ce prisme-là pour vulgariser beaucoup de concepts. Et c'est là aussi où je trouve ça passionnant. Mais ouais, je pense que la lecture, honnêtement, c'est tellement important. Je pense que je le mets vraiment au même stade que se former, tu vois. Je pense que... Ouais, que se former, top tier. Ouais. Bah, en fait, c'est se former. Ouais, c'est se former, mais d'une manière différente, tu vois, qu'on le fait aujourd'hui. Tu vois, c'est plus quelqu'un qui va t'avoir en appel et qui va dire. Ouais. D'ailleurs, hier, en parlant de se former, j'ai accepté de me faire coacher par un coach sportif, coach hygiène de vie, coach, nutritionniste, etc. Parce que tu sais, je me rends compte que depuis que je suis plus sportif de haut niveau, bah en fait, j'ai plus la motivation de faire du sport. Il est connu le coach Non, du tout. Bah c'est un de mes clients. Okay. C'est un de mes clients qui a besoin d'études de cas et tout, donc. Et je pense que ça va. Honnêtement, je suis très content de faire ça. Je pense que ça va tellement m'aider parce que tu sais, depuis que je suis plus sportif de haut niveau, bah je tombe un peu. Je fais plus que bosser. Et tu vois, je me dis, vas-y, genre j'ai le choix d'aller faire une tâche qui va me faire avancer dans mon business ou faire une tâche qui va pas me servir à court terme, moyen terme. Faire du sport, j'y vais pas. Et du coup, au final, je sais que je commence à faire ça, et même en termes d'énergie, en termes de dopamine. C'est ok en soi, si c'est court terme.
Ouais, mais le problème, c'est que là, ça fait 4 mois et je sens que mon corps commence à réagir, Ouais. que baisse de motivation, baisse de tout, baisse de. Et c'est pour ça que, tu vois, en plus, tu cumules ça à un manque de sommeil, à une nutrition qui est pas hyper bien, parce que c'est souvent quand t'as pas le temps. Je sais pas toi comment tu fais, mais souvent, tu sais, quand t'as pas le temps, bah, t'es vite tenté par bouffer mal. Enfin, J'ai tu bouffes quelqu'un rapidement. qui cuisine. Ah, t'as une cuisine? Ouais. Ah, ça, c'est pratique de fou, ça. Ça te coûte combien par an, ça? Par an, je sais pas, par mois, elle coûte à peu près genre 700, 800. À ce point-là? Ouais, c'est pas cher. C'est rien du tout. Ah non, mais c'est Dubaï. C'est pas cher. Et bah, après, c'est à Dubaï, ça. Tu prends la même chose en France, ça va coûter 700, 800 par jour, la gare. C'est à la ça. semaine. Tu te prends ton traiteur, tu te prends ton cuisinier personnel, ça va te coûter. Ouais, 700 par semaine. Ça, Ouais. ça va te coûter un rein, ouais. Ouais, mais en vrai, ça peut être smart. Après, je me dis, en vrai, tu vois, tu fais des courses, tu t'achètes un truc, des trucs qui sont. Si tu fais des recettes, j'ai vu qu'il y avait un truc comme ça, si tu te fais des box pour la semaine, c'est qu'après tu réchauffes. Bon, c'est peut-être pas incroyable en termes de goût, mais je pense que Ça va, c'est bon, hein. Ah ouais? Ouais, ça va. Mais par contre, cuisiner, c'est bien. Quand quelqu'un cuisine, Ah, tu m'étonnes. tu sens bien, tu sens l'odeur, etc. Ça donne faim, après tu manges bien, c'est plus efficace. Parce que moi, quand je suis arrivé à Dubaï, je faisais que commander. Effectivement, l'énergie, elle est basse. En fait, c'est que de l'identité. Quand tu manges bien, t'as envie de faire de la merde après parce que t'as mangé de la merde. C'est juste. C'est comme un effet domino. Ouais. Si je mange bien le petit-déj, que j'ai un bon repas à midi, j'ai pas envie d'aller faire de la merde l'après-midi. Ouais. J'ai juste envie de rester Ouais, cohérent. t'es bien influencé, ça drogue ton cerveau. C'est comme moi, typiquement, je sais que pour travailler, pour mettre dans une ambiance de travail, il y a beaucoup de gens qui vont mettre de la funk ambiance. De la funk. Moi, j'écoute pas ça, mais chacun, il y en a beaucoup qui le font. Moi, j'écoute énormément de musique classique. Je suis un fan de musique classique. Je vais te dire, ça colle avec ma DA générale, tu vois. Mais j'écoute beaucoup de musique classique. C'est tout con pour travailler. J'estime être beaucoup plus productif quand je m'habille bien aussi, tu vois. Je trouve que c'est des moyens de hack un peu son cerveau. Je pense aussi pareil quand tu manges bien, quand tu fais du sport, si t'as envie de rester droit dans tes trucs et que quand tu commences à enchaîner la merde, tu te dis ah bah si je commence à faire bien, ça va pas avoir d'impact. Ouais. Par contre, quand ça fait genre une semaine que tu fais tout qui est bien, tu te dis ouais j'ai pas envie de tout niquer avec je sais pas avec un Burger King ou un truc comme ça. Ouais. C'est bon ça. Après bon, moi je suis pas du tout non plus dans l'extrême qui est se lever aux aurores, prendre un bain froid et puis. Moi non plus. J'ai juste envie de faire de l'argent. Ouais, c'est ça. Il y a un moment, je pense qu'il faut se concentrer sur des priorités aussi et pas trop dans le. Clairement. Tu vois, typiquement, je sais que il y a beaucoup de gens qui disent que ton niveau en business relève de ton niveau en développement personnel. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense qu'il faut juste avoir les basiques en fait. Pour moi, les minimums, c'est le sport, méditer et bien manger. Ouais. Ah, méditer, tu mets dans les basiques, toi? Ouais, c'est obligatoire. Et je l'ai négligé. Hein. Franchement, c'est ma mère qui a bien pu m'en convaincre, mais je l'ai bien négligé du type, ouais, mais je vais pas aller respirer, les yeux fermés, etc. Ça a vraiment un impact. Tu fais combien de temps par jour? 40 minutes à peu près, 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Ah ok, donc tu fais en 2 fois. Ouais, 2 fois, ouais. Ok. Ça me permet d'être plus calme, je suis plus concentré. Sinon, mec, je n'arrive pas à me concentrer, je ne pourrais pas rester devant l'écran. En fait, t'acceptes le vide. Et ça impacte tout parce que t'acceptes de faire des choses chiantes après dans le reste de la journée. Et je le faisais pas vraiment. Pendant un moment, ouais, mais c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Je pense que je vais aussi essayer. Mais du coup, quand tu médites, concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Tu fais le vide complet ou tu manifestes des choses? Je manifeste ce que je veux et ensuite je fais le vide complet. Ok, d'accord. Après, je suis pas un expert, je vois particulièrement, mais je sais que ouais, ça fait la différence. Et je compare à justement ma version qui, pendant une période, c'était vraiment extrême. Je me lève, je reste le même pyjama, même tenue, je travaille. Je m'assieds sur le bureau qui est juste devant le lit. Je travaille jusqu'à genre 18h, je mange à 18h, je travaille et je me couche tard. Ok. Ouais, ok, oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut pas manger avant de dormir. Tu dors mal après. C'est pour ça que tu manges aussitôt ou pas du tout? Non, je mange le déjeuner à 18h. Tu manges le déjeuner à 18h? Ah oui, d'accord. Et du coup, tu manges le soir avant de te coucher, quoi. Ouais, je mange le soir avant de me coucher, donc je mangeais pas justement. Et du coup, la personne qui cuisine chez toi, elle cuisine pas Non, c'était avant. Ah, ok. C'était avant, c'était pas maintenant. Allez voir les réseaux sociaux, juste simplement le compte Hanscods. Sur là, je donne pas mal de valeur. Après, il y aura mon YouTube directement en description du compte Hanscods. Voilà, particulièrement ça, j'espère que ça pourrait aider. Dans tous les cas, on met tous les liens, tous les réseaux en description, etc. Comme ça, si vous voulez prendre directement rendez-vous avec Hans ou même s'abonner à son compte Instagram, je vous laisserai la possibilité en description. Et puis pareil, au même titre, si vous voulez rejoindre ma communauté School, il y a plus de 4 heures de modules vidéo gratuits et une grande communauté d'entrepreneurs qui discutent et qui s'entraident tous les jours. Donc n'hésitez pas à rejoindre directement, le lien sera aussi en description. Puis écoute, Hans, je te remercie beaucoup, c'était hyper intéressant, c'était très fluide. 100%, vraiment intéressant, frérot. Je pense qu'on va rester en contact assez longtemps, gros. Ouais, clairement. Bah allez, ciao. Ciao.